On va parler aujourd'hui des nostalgies du futur. Et quand on a planifié avec le comité scientifique ce colloque, et on a eu des débats sur la question des temporalités, mais aussi de l'espace qui traverse déjà l'ensemble en fait, de nos réflexions depuis hier, je me suis dit ça pourrait être intéressant pour faire la transition entre le passé et l'avenir et les questions de réflexion qu'on a sur les critiques du présentisme et du présent, peut-être de réfléchir sur la nostalgie. Et comme Alain Berthaud l'a dit ce matin, on doit repenser les mots. Donc, je suis aussi dans cette affinité sémiotique avec les mots, bien évidemment. Et je vous propose donc dorénavant d'oublier ce que vous avez pensé, ce que c'est la nostalgie, ou peut-être de le repenser, ce qu'elle a été. Et puis, peut-être revenir... Alors, je voulais introduire avec une phrase de Svetlana Boym que je n'ai pas traduite, mais que je vais essayer de faire comme ça. J'aime bien quand c'est l'original, qui, dans l'ouvrage The Future of Nostalgia, a dit que ce qui est problématique, c'est donc la nostalgie préfabriquée qui ne nous aide pas du tout, en fait, à agir par rapport au futur, à l'avenir et d'y agir. Et que c'est la nostalgie créative, en fait, qui révèle les fantaisies. Et c'est que dans ces fantaisies, en fait, qu'il y a les potentialités d'un avenir encore à venir ou qui sera à naître. Et donc, cette table ronde s'inscrit dorénavant, en fait, dans une approche pas novatrice de la nostalgie, mais de différentes facettes autour de la nostalgie, en s'appuyant notamment sur les travaux d'Alistair Bonnet, qui a écrit Geographies of Nostalgia, et qui montre très clairement à travers ses études anthropologiques que c'est un sentiment très universel et il montre ainsi qu'il ne s'agit pas d'une invention postcoloniale de l'Occident, mais c'est quelque chose que l'humain partage universellement. Et je sais que dans différentes cultures, ça se décline différemment. On a les Brésiliens ici, ça ressemble à la Saudade, mais ça ne l'est pas complètement. En allemand, on dirait Sehnsucht, mais ce n'est pas exactement la nostalgie non plus. On sait qu'originairement, c'est le mal du pays. Et peut-être on peut penser ce mal du pays aussi comme un mal du temps, comme c'est ça qui nous traverse dans nos réflexions. Et on a... Donc, je vais voir si là... ça fonctionne cette fois-ci. À cette table ronde, donc, juste pour le prédire en amont, Bogomil Kos a dû malheureusement annuler, mais sa petite réflexion résumée va quand même être affichée. Comme ça peut rentrer, parce que ça a quand même structuré cette table ronde aujourd'hui. Et avant que j'introduise chacun ici à la table, hop. Comme ça on prend le temps de passer les slides. Voilà. On s'était posé 3 questions. Alors, comment peut-on expliquer ou comprendre les nostalgies du futur dans un contexte de crise et de progrès? La Bohème l'avait déjà dit, souvent, en fait, la nostalgie, surtout régressive, paraît avec les moments de crise ou quand il y a un progrès technologique en cours, comme quoi tout était mieux avant, ce qui n'est pas forcément, bien évidemment, le cas. Quelles sont les expressions nostalgiques, politiques, médiatiques, culturelles prédominantes dans nos sociétés contemporaines? On peut penser bien sûr au « Make America Great Again », une illusion d'une nostalgie, idéalisation du passé, mais qui a abusé en fait de la vraie nostalgie de certains électeurs. Pour juste donner un exemple, aussi toute la nostalgie des médias analogiques, par exemple, voilà, qui revient. Quels sont les dangers aussi, mais aussi les apports des nostalgies du futur qui s'expriment à travers les discours politiques, la culture populaire, les monuments, les médias et dans les créations artistiques. Et donc Bogomil avait écrit dans son mail qu'il m'avait adressé, et donc c'est de ça qu'il aura parlé, mais donc il voulait revenir sur le présentisme et bien évidemment les travaux de Hartog. Il dit: je vous propose de parler de la relation entre les régimes d'historicité tels que définis par François Hartog et les modalités selon lesquelles opère la nostalgie. L'hypothèse que je compte défendre présume que les régimes d'historicité constituent un cadre pour la nostalgie, en particulier en ce qui concerne l'orientation spatio-temporelle et les modalités du désir de rendre présent un temps jugé absent, mais indispensable pour la pleine réalisation personnelle ou collective. Donc je pense qu'on le garder comme cadre, comme ça il participe quand même à la table ronde. Et surtout que ça rappelle un peu, on a déjà dit tout à l'heure, voilà, il y a Bloch qui a été mentionné, mais ça rappelle aussi les travaux de David Leventhal qui avait écrit « The Past is a Foreign Country ». Donc j'aime beaucoup cet ouvrage de considérer aussi le passé vraiment comme un pays étranger. Quand on regarde en tête ce que Bogomil nous a indirectement transmis. Et je vais présenter maintenant les personnes ici présentes dans l'ordre des présentations, donc pas alphabétiquement.
Donc Nathalie Cazes-Major, qui est professeure et chercheure à l'INRS et au Centre Urbanisation, Culture et Société. Ses travaux portent sur l'action culturelle, la mobilisation citoyenne et les pratiques numériques. Elle est coordinatrice du groupe de recherche sur la médiation culturelle et membre de la chaire Fernand Dumont sur la culture et aussi membre associé du CELAC. Et puis, en deuxième temps, donc, voilà, Pascal Bédard, qui est professeur au département de sociologie à l'Université Laval. Ses travaux s'inscrivent dans une réflexion générale autour de la signification sociale de la culture aujourd'hui, pratiques culturelles, contexte médiatique, sens et valeurs accordées aux dimensions culturelles de la vie sociale, langue, art, image, imaginaires sociaux notamment. Vous voyez à chaque fois le titre en dessous, mais j'y reviens. Et puis aussi, donc, Célia Forget, qui est docteur en anthropologie de l'Université de Provence en France et en ethnologie de l'Université Laval, Québec, qui est membre associé du CELAT. Elle est également la coordinatrice scientifique et est professeure associée à l'UQAM depuis 2015. Elle est spécialiste des néonomadismes et des cultures de la mobilité. Ses recherches portent plus particulièrement sur un mode de vie nomade nord-américain, le full-time RVing, si je le prononce bien, yes, qui consiste à vivre à l'année dans un véhicule récréatif. Et puis, last but not least, Khalil Khalzi, c'est comme ça qu'on prononce, non? Presque, c'est pas grave. Presque, non. Qui est doctorant à l'Université Sorbonne Nouvelle à Paris 3, en co-tutelle avec l'Université de Montréal. Il se consacre justement à l'étude de l'entre-deux du rêve et de la veille comme médium cosmologique, et ce, à partir d'un corpus littéraire et audiovisuel de langues et cultures variées. Donc, vous voyez ici déjà, à travers les différents titres, donc c'est Nathalie qui va commencer en 5 minutes à présenter ses préoccupations de recherche à travers la notion de monument et peut-être en quoi il y a une certaine nostalgie qui peut émaner d'un monument, de ne pas oublier, mais peut-être d'oublier certaines choses et de se souvenir autrement. Donc on passera de Bogomil l'histoire à la notion de mémoire qu'on a déjà entendue durant le colloque. Ensuite, c'est donc Pascal Bédard qui prendra la parole sur de quelle ennui le vintage était l'image, suivi par Célia Forget qui rêve aussi, je pense, pardon, mais qui revient sur la quête nostalgique des van lifers. Et puis Khalil Khalzi, donc, qui a l'entre-deux de la recherche cosmologique et puis toutes les temporalités qui se cristallisent et qui nous amènera aussi vers la prochaine table ronde qui suivra par la suite et aussi la conférence qui s'intéresse à la notion du futur. Donc les nostalgies du futur sont dans l'entre-deux, je pense, et c'est de cela qu'on va débattre. Et puis donc je te laisse la parole, Nathalie. Voilà. Bonjour, merci Katharina pour l'organisation de ce panel. Alors mon intervention prend comme point de départ le monument aux victimes du communisme qui va être construit un peu plus tard cette année à Ottawa. Ce monument est né à l'initiative d'un groupe qui s'appelle Hommage à la liberté, qui se définit comme un collectif qui, je le cite, rassemble des membres des communautés canadiennes affectées par le communisme dans leur terre natale, notamment des Ukrainiens, des Polonais, des Estoniens et des Vietnamiens. Ce projet de monument a soulevé un débat public touchant différents aspects du projet. Premièrement, sa dimension idéologique, qui a été jugée peu rassembleuse par un comité d'historiens consulté lors du dépôt du projet. Une des faiblesses de ce monument, c'est justement qu'il est ahistorique. Il ne commémore pas un événement circonscrit dans l'espace et dans le temps. Il commémore l'ensemble des victimes passées, présentes et futures d'une idéologie. Le débat a aussi porté sur l'esthétique de la première proposition de design du monument qui devait être installée en face de la Cour suprême sur la colline parlementaire à Ottawa. L'équipe d'architectes retenue par concours avait proposé une structure en béton sur laquelle était gravée une immense photographie d'un charnier sur 14 mètres de haut. Ce qui a amené quelques-uns à se demander avec sarcasme s'il s'agissait d'un renouveau du style brutaliste soviétique. En 2015, un collectif d'artistes, de commissaires et d'universitaires, dont je fais partie, a organisé une série d'événements pour participer au débat public autour de ce monument et pour en pointer les limites et les paradoxes. Ce collectif, nommé Entrepreneurs du commun, a invité des artistes à soumettre des projets d'art public pour imaginer ce que pourrait être un monument aux victimes, non pas du communisme ni du capitalisme, mais aux victimes de la liberté.
Par sa proposition, à première vue absurde, de commémorer les victimes d'un idéal positif, ce projet cherchait à échapper à un conflit idéologique binaire pour suggérer que la relation entre communisme et capitalisme, entre liberté et pensée du commun, est plus complexe que ce que la position d'hommage à la liberté ne laisse croire. Les deux images que vous voyez à l'écran représentent deux des œuvres qui ont été réalisées dans le cadre de ce projet. La première, en haut à droite, est une œuvre de Steve Giasson, un jeune artiste conceptuel québécois. Intitulée « Spectre », elle est composée de multiples éditions du livre « Manifeste du Parti communiste » que l'artiste a acheté chez Walmart et suspendu au mur dans des sacs plastiques de basse qualité, tellement minces que le titre du livre apparaît par transparence. L'œuvre joue à plusieurs niveaux sur la relation entre idéologie communiste et capitaliste. D'une part, elle pointe les rêves brisés d'un futur espéré par le communisme. Au lieu des lendemains qui chantent et du grand soir de la chute du capitalisme, le livre fondateur de ce mouvement politique est présenté comme une marchandise de consommation de masse dont la vente contribue au profit d'une entreprise commerciale états-unienne. D'autre part, l'œuvre évoque dans son titre la célèbre première phrase du manifeste « Un spectre hante l'Europe, le spectre du communisme ». Et ici, c'est le panier d'épicerie qui est hanté par le communisme. Et il continue si bien à hanter l'Amérique du Nord qu'il faudrait construire dans la cité capitale du Canada un monument pour en conjurer le spectre. La deuxième œuvre, en bas à droite, a été réalisée par Milutin Gubash, un artiste d'origine serbe qui vit à Montréal, et donc, selon la définition d'hommage à la liberté, une victime du communisme, puisque la Yougoslavie a connu la férule communiste. Milutin Gubash fait souvent référence à sa famille et à ses amis dans ses œuvres. C'est le cas dans cette pièce intitulée, je traduis de l'anglais, « Proposition pour un monument qui n'est pas vraiment là ». Il s'agit d'une plaque commémorative installée sur un mur extérieur du centre d'art Axe Néo 7. Elle signale, cette plaque, la présence fictionnelle dans le jardin d'un gigantesque monument fait de bronze et de marbre d'une dimension de 15 mètres par 15 mètres. Sur la plaque que vous voyez à l'écran, on peut lire le texte suivant. « Ceci est le site désigné par Milutin Gubash, artiste, pour le monument invisible. Il rend hommage à toutes les personnes qui, comme ses parents, ont immigré avec de grandes aspirations dans ce pays et sont devenues désabusées. » Cette œuvre résonne avec le sous-titre officiel du monument aux victimes du communisme, qui est, je cite, « Le Canada, une terre de refuge », et qui suggère que tout immigrant issu d'un pays communiste a trouvé au Canada une expérience positive et libératrice. La nostalgie du futur, ici, tient au désir d'un avenir libérateur, un futur bien souvent fictionnalisé de la part des immigrants, les dites victimes du communisme. Et le monument proposé par l'artiste est lui-même à imaginer. Il est une projection dans l'esprit des visiteurs, à la fois une promesse à réaliser et la manifestation d'une absence. Pour conclure, dans les divers projets que j'ai évoqués, la nostalgie du futur est liée à la fois à l'espérance déçue d'un futur libérateur, mais elle est aussi transfigurée par des propositions esthétiques qui manifestent dans une même forme la présence de ces échecs et de ces espoirs qui sont toujours à réactualiser. Merci. Merci beaucoup, Nathalie. On va pouvoir y revenir justement, peut-être dans les débats aussi avec le public qu'on souhaite établir assez rapidement. Peut-être sur les notions de nostalgie post-soviétique qui aussi se déclinent sous différentes formes aujourd'hui, dans différentes strates. Et puis, on va passer à la seconde présentation qui est de Pascal Bédard. Et je te laisse tout de suite la parole. Merci beaucoup de cette invitation. Le contexte du colloque du CELAT, le contexte de cette table ronde et le peu de temps, ça se prêtait bien pour moi à une expérience un peu différente de la présentation académique habituelle. Alors, pour la première fois de ma vie, j'ai un texte que je vais lire qui est un peu plus littéraire qu'autre chose. Ce sont des réflexions autour de ce thème assez particulier de la nostalgie du futur, dont la signification
enfin, m'a occupée quand même. Et j'ai décidé de lancer cette réflexion autour du vintage dont on peut ici apercevoir un arrêt sur image à partir d'une recherche très simple du mot vintage dans Google Images. Donc, voilà, ce qui est sorti, c'est ce que je vous offre. Il n'y a aucun filtre. Je ne vais pas définir le thème vintage. Je vais laisser votre imagination accomplir cette tâche avec l'aide de ce support. Mon objectif ici est plutôt de réfléchir un peu à la forme de la culture contemporaine, puis à notre rapport à cette nostalgie du futur à laquelle Katharina nous convie de réfléchir. La présentation s'intitule « De quel ennui le vintage est-il l'image ?» Alors, je voudrais suggérer par ce titre que le vintage se présente à nous essentiellement comme une forme-image, comme un style, comme une esthétique, une forme esthétisée qui s'accroche aux objets, aux images du monde. Il est sans doute pertinent d'accorder à la mode du vintage l'interprétation d'un ennui du passé, d'un passé authentique, simplifié, organique, hors des potentialités étourdissantes des nouvelles technologies. Recherche d'authenticité dans un monde de simulacres, recherche de présence dans une vie où les liens sociaux se sont délités, d'une bande, recherche d'un clan, d'une famille, réenchantement du monde, fabrication d'un style, épuisement de la nouveauté, peut-être cherchons-nous une nouvelle façon d'entrer en relation avec le progrès, peut-être que c'est une question de goût, d'accord. Peut-être. Cela me semble tout de même assez convenu comme interprétation, peut-être aussi convenu que ces images vues 1000 fois autour de nous ces dernières années. Tentons autre chose. Que voir ici? L'attachement au passé dans ce vintage est un peu un leurre. Le goût pour le vintage n'est pas celui du collectionneur. Le collectionneur affectionne le vintage au sens ancien du terme, ce sens que dévoile Katharina dans son article sur la question, que je vous invite à lire. Ce sens vient de l'œnologie, évoque le caractère exceptionnel d'un produit exceptionnel dans des conditions exceptionnelles qui détermine ce caractère exceptionnel. Dans la mode, le look vintage, nul fétichisme de cette réelle origine. Du vintage stock, on s'accommode très bien. C'est la surface qui nous intéresse, celle qui nous relie au style, ce style qui nous permet de ne pas dépasser justement cette surface. Alors, quelques remarques sur la surface. Nostalgie d'une époque sans Python, nostalgie d'un temps où le tweet évoquait le moineau, bien sûr, sans doute, mais encore, pourquoi ce style, si bien défini, si reconnaissable? Pourquoi pas le gothique, le punk, le baba cool, le hippie? Le vintage est un style parmi les autres, que l'on peut choisir le mardi ou au printemps. C'est si beau, un vélo en image, un vieux vélo en image. On oublie tout le grincement des pédales, l'effort qu'il faut pour le faire avancer. Le bancal, l'usé, c'est plus sympathique en image qu'en pratique. Le vintage, esthétisme convenu, sans risque, programmé, car dispensé de recherche, l'amateur de vintage chine plutôt dans des canaux déjà tracés. Il trouve ce qui n'était pas vraiment caché, le vieil appareil photo de son père, le filtre Instagram proposé par le logiciel. Il se contente d'un simulacre de découverte, limite son originalité en la jugeant à l'aune de son propre répertoire, limité souvent par les algorithmes. Le vintage est un style sans dérangement, d'une époque qui s'ennuie du calme. Il est une démission face à l'exigence stylistique arrogante du dandy. Le vintage, en tant que style générique parmi d'autres styles génériques, nous permet peut-être de comprendre ce qu'est le style dans le capitalisme avancé, modalité de circulation et de production de la valeur, par la fabrication du neuf en forme de vieux, ou plus précisément en forme de vieilli. Mise à profit, plus-value tirée d'un désir de vécu qui se passe du vécu. Désir de la chaussure d'antan, sans l'empreinte de pied de l'ancêtre. Vieux rose, bleu bébé, jonquille fanée, jamais de blanc, beaucoup de noir, texture, craquellement, usure planifiée. Loin de la brillance des écrans, le vintage se déploie pourtant sur ces mêmes écrans, parce qu'on s'adapte. Nostalgie adaptative, nostalgie du futur, ce futur dans lequel nous nous trouvons déjà et duquel nous ne voulons pas vraiment sortir, malgré la nostalgie d'un âge d'or qui appartient lui-même de part en part au présent. Nostalgie du futur, quel futur? Le futur est là,
chaque jour dans notre poche, à narguer les incompétents que nous sommes de toutes ces merveilleuses opportunités. Armut Rosa, philosophe qui assume sa filiation à la théorie critique, dépeint ainsi sa touchante relation avec son téléphone intelligent. Un sentiment d'inadéquation, une douloureuse impression de n'être pas, lui le sujet agissant, à la hauteur de son outil, se sentir traître au génie futuriste de ces machines, incapable de leur offrir des situations dans lesquelles elles pourraient mettre en valeur l'étendue de leur talent. Le futur, celui-là pour lequel nous ne sommes pas prêts, mais qui est déjà là, celui-là qui a, comme le disait Michel Freytag, mangé l'avenir, auquel nous n'avons plus vraiment le loisir de rêver, trop occupés que nous sommes à gérer le futur et ses effervescentes innovations. Le style vintage coule sur les images du monde et sur les marchandises une deuxième couche de représentation spectaculaire. Il affirme son époque, il la revendique même, car personne n'est dupe. C'est une imitation qui a sa valeur dans le fait même d'être une imitation, et une excellente imitation. C'est de l'excellence de cette imitation dont on s'épate. Dans le vintage, la relation au passé se déploie comme relation au présent. Une mode, un look, une patine, c'est le cas de le dire, une surface. Nostalgie de n'être que surface, s'identifier soi-même comme surface, désir inavouable d'un devenir surface, nostalgie, ennui d'être soi, de ne pas se satisfaire néanmoins de cette surface, désir de se refaire la patine, désir d'authenticité, authentiquement patiné en surface, comme la personnalité asif, identifiée par les psychanalystes, celle qui souffre de n'arriver qu'au vide lorsqu'elle cherche le self, superficialité revendiquée, aimée pour elle-même, amour authentique de l'inauthentique, assumé comme tel, consommé, objet d'un goût passager, décoration du moment, au goût du jour, comme disent les agents d'immeubles. Alors, quel est l'ennui dont le vintage est l'image? L'ennui de soi, au sens où l'on s'ennuie avec soi, où l'on s'ennuie au sens québécois, on se fatigue, on se tanne, on cherche un autre en soi. Nostalgie du futur, car dans un futur proche, je regretterai cet instant présent qui déjà me quitte. Aussi bien me dépêcher de le photographier avec mon faux Polaroid numérique, question de lui donner au moins, par le style de présentation, une petite avance sur mon ennui. Déjà passé, comme s'il appartenait à l'histoire documentée, mon présent se guérit un peu de sa banalité. La banalité de la vie contemporaine nous est insupportable. Nostalgie d'un temps inconnu et sans doute chimérique, où la vie ne l'était pas, banale. Nostalgie de n'être que nous, rien d'autre, juste ça. Comme c'est cruel, en ces temps où, semble-t-il, tout le monde se réalise. De quoi rendre nostalgique? D'un futur présent, dans un passé recomposé en images imaginaires, d'un présent dans lequel on peine à éprouver un sentiment historique. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté cette formule, je trouve particulièrement stimulante pour la réflexion et la liaison aussi entre l'ensemble des petites présentations. Et je pense qu'on aura l'occasion de vraiment débattre avec tout le monde de ce qu'on entend par cette nostalgie du futur. Et je partage pas mal l'avis sur cette idée de la nostalgie instantanée, parce qu'on ne laisse plus le temps, par exemple, à la photographie de devenir vieille, elle est à travers le filtre, n'est-ce pas? Et justement, c'est ça dont Célia va nous parler indirectement via les Van Lifers et quelques photos Instagram. Voilà. Et des petits gifs animés aussi. Voilà. Génial. La transition va être un petit peu rude parce que moi, c'est mon côté mathématique où on m'a posé 3 questions. Moi, j'ai fait réponse 1, 2, 3. Super. Tu veux que je revienne sur les non, questions? c'est correct. Je ne vais pas répondre aux questions de suite parce qu'on m'a demandé, je suis bonne élève, on m'a demandé au départ de présenter mon sujet. Donc, je vais vous parler des Van Lifers. Comme la plupart d'entre vous savez, j'ai travaillé depuis longtemps sur les full-time RVers, qui sont donc ces personnes qui décident de tout quitter pour vivre à plein temps dans leur véhicule récréatif, donc véhicule récréatif, caravane, camping-car et toute la patente. Et après avoir vécu avec eux, analysé tout, j'ai été amenée à m'intéresser à ce groupe des Van Lifers, qui sont en fait un sous-groupe des full-time RVers, mais dont la population est très particulière parce que ça concerne particulièrement des gens dans la vingtaine et la trentaine,
des jeunes relativement, de milieux relativement éduqués, avec certains moyens, on va dire, qui décident de prendre la route dans ce qu'on pourrait appeler des véhicules un peu vintage, les fameux combis Volkswagen ou prototypes de ce genre-là, et qui sont autant en Amérique du Nord qu'à travers le monde. C'est-à-dire que c'est autant le full-time harvesting que j'ai étudié était spécifiquement en Amérique du Nord, autant les van lifers, comme on les appelle, sont autant en Europe qu'en Australie, qu'en Afrique même, que sur le continent américain. Et c'est une recherche que je débute, donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas de résultats qui seront exposés, mais je les étudie déjà depuis 1 an sur la sphère, la blogosphère, puisqu'ils sont pour la plupart, 95% d'entre eux sont très présents sur les médias sociaux, tiennent des blogs, sont sur Instagram, Tumblr et compagnie. Et donc, je peux les suivre au quotidien pour savoir un petit peu ce qui se passe avec eux. Et donc, c'est à partir de ce groupe-là que j'ai réfléchi à la nostalgie du futur, parce que Katharina nous avait dit dans son appel à communication qu'il fallait voir qu'il était question des déclinaisons des nostalgies du futur, artistiquement, entre parenthèses, exprimant un désir d'ailleurs spatial et temporel, politiquement, la construction d'un avenir idéalisé, économiquement, la préfabrication de nos souvenirs par les technologies numériques, ou encore écologiquement, le retour vers la nature et le bio, le do-it-yourself. Puis quand j'ai essayé de voir dans quoi mes van lifers s'intégraient, ils s'intègrent absolument dans tout. C'est-à-dire qu'ils expriment un désir d'ailleurs spatial par la mobilité et le voyage, un désir d'ailleurs temporel par le rejet d'une vie routinière dépendante d'horaires imposés. Ils expriment également la construction d'un avenir idéalisé où l'indépendance, la liberté et l'autosuffisance sont recherchées. Ils expriment une préfabrication des souvenirs par les technologies numériques. C'est leur seul support pour garder leur mémoire, parce que dans un espace très restreint, on n'a pas la place d'avoir des albums de photos. Mais c'est également une façon de proposer au monde une narration personnelle qu'ils diffusent donc sur les médias sociaux. Et puis, ils expriment une volonté d'un retour vers la nature et du do-it-yourself, parce que c'est un mode de vie où la débrouillardise est un maître mot, et donc où cette thématique-là. Donc, je me suis dit, j'ai peut-être des choses à dire sur la nostalgie du futur. Donc, c'est pour ça que je vous propose le cas d'étude des van lifers, puis j'attendrai maintenant qu'on me pose la question 1, la question 2, la question 3 pour pouvoir y répondre. Mais juste déjà dire que sur un des sites, il y avait une définition de ce qu'était le van life. Et je vais vous la lire, c'est sur le site Combi Life, donc c'est un couple qui de van lifers. Ils expliquent « Le van life, c'est une sous-culture d'individus nomades souhaitant embrasser un mode de vie mobile, minimaliste, réduisant ainsi leur empreinte écologique, on pourra en reparler, dans lequel la recherche du bonheur et d'une vie équilibrée est recherchée et dans lequel les expériences, plutôt que les possessions, sont recherchées. » Donc, c'est à partir de ça que je voulais travailler. Et il y a une phrase, parce que j'ai fait mes devoirs, j'ai quand même lu quelques articles sur la nostalgie. Et c'est une phrase qui m'a paru importante, parce que c'est celle d'Olivia Anger et de David Berliner. Et je vous la cite. « Souvent, la nostalgie se déploie dans ses horizons d'attente et d'inquiétude à l'égard de l'avenir, si bien qu'espoir et utopie apparaissent dans son sillage. » Et je trouvais que c'était intéressant parce que beaucoup des van lifers que je regarde expriment un certain manque d'avenir peut-être, ou comme les baby boomers qui avaient quand même un avenir tout tracé. Eux sont incertains de leur avenir, ne savent pas exactement comment faire. Et une des journalistes qui les a suivis, d'une New Yorker, disait « Le van life serait une façon d'esthétiser et de romantiser cette précarité en adoptant un mode de vie axé sur le minimalisme et sur le voyage de la maison. » Et je me disais que ça pouvait être intéressant comme point de départ pour la discussion à venir. C'est tout. Non, c'est parfait. Parfois, je re-switch sur les questions parce que l'idée, c'est pas justement qu'on ne va pas faire un par un, mais je pense que les réponses viennent déjà aux questions posées. Et c'est vraiment fascinant, surtout qu'on sous-entend aussi que la reproduction du système quand même capitaliste à l'intérieur de cette quête. Je pense que c'est sur ça que Célia va nous amener par la suite. Et on va donner maintenant la parole à Khalil. Voilà. Donc,
Donc, je te laisse la parole. Je ne vais pas forcément... Très bien, parle trop, sinon. Merci Katharina. Alors, je pense que moi, je vais finalement présenter la part peut-être la plus abstraite, un peu la plus philosophique en rapport avec la fiction pour ce qui est de la nostalgie du futur. Enfin, moi, je suis un littéraire, mais je travaille en rapport avec les études culturelles. Donc, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est un petit condensé de mon sujet de thèse. Donc, mais des fois, je suis un peu trop dans ma tête, donc des choses qui m'ont l'air évidentes. N'hésitez pas à me poser des questions pour avoir des clarifications. Alors, qu'est-ce que j'entends par l'entre-deux cosmologique ? Je vais très brièvement résumer mon sujet de thèse. Je travaille sur l'entre-deux du rêve et de la veille dans la fiction. Et en fait, à la base, je voulais travailler sur le rêve, mais je me suis rendu compte au fur et à mesure que le rêve ne pouvait pas être traité comme un objet, parce que c'est de toute façon un sujet. Et donc, je me suis rendu compte qu'entre le rêve et la veille, pouvait apparaître une espèce d'entre-deux. Et ce qui est plus important, c'est vraiment l'endormissement ou l'éveil en tant que tel qui fait passer d'un temps à un autre. Enfin, je me réfère par exemple à ce que disait Walter Benjamin par rapport à dans son matérialisme dialectique, la manière de penser le futur ou la manière qu'une époque rêve, dont une époque rêve à l'époque suivante. Et pourquoi je parle de la dimension cosmologique? Parce que dans la lignée des travaux en anthropologie ou en philosophie en général, je me réfère à Edgar Morin ou à Philippe Descola. Aujourd'hui, il faudrait peut-être prendre en considération toutes les cosmologies qui règnent un peu sur le monde et qui sont à l'opposé un peu de la cosmologie occidentale que Philippe Descola appelle naturaliste. Donc, il fait une opposition entre nature et culture et donc entre objet et sujet, qui est la distinction qui se fait depuis Descartes entre notamment individu et société, deux réalités totalement non conciliables. Donc, il faudrait passer, en fait, ce que j'essaie de faire dans mon projet de thèse, et là que je vous propose comme ouverture philosophique, c'est de changer, d'entrer dans cette espèce de basculement paradigmatique qui est en train de se faire quand même depuis quelques dizaines d'années. Et donc, à travers la fiction, moi, je compare entre des fictions de cosmologies différentes. Donc, par exemple, j'ai des œuvres qui sont, pour vulgariser, occidentales, des œuvres qui sont orientales, donc des œuvres plus modernes et d'autres qui sont non modernes. C'est vraiment pour le dire vulgairement. Donc, du côté occidental, j'ai cette série qui s'appelle The Leftovers, que certaines et certains d'entre vous peut-être ont connu. Moi, je trouve que c'est l'une des séries les plus intelligentes de ces dernières années, mais je ne suis pas objectif. Donc, et de l'autre côté, j'ai des œuvres orientales. Puis c'est un roman fondateur de la littérature iranienne qui s'appelle La Chouette aveugle. J'ai quand même été très naïf de choisir un roman que j'aimais pour me rendre compte que c'était le roman fondateur de la littérature moderne iranienne. Donc, après, j'ai pris des rudiments de personnes où je me suis rendu compte de la profondeur dont je ne me doutais pas, qui est vraiment une profondeur philosophique. Alors, l'entre-deux cosmologique, en l'occurrence, tel qu'il transparaît dans cette série et tel qu'il transparaît dans les ouvrages plus littéraires sur lesquels je fonctionne, c'est clairement un entre-deux qui est entre l'ici-bas et l'au-delà. Donc entre le réel tel que les modernes l'ont objectivé, dont ils pensent avoir l'apanage depuis le 19e siècle, ce qui est quand même une donnée assez récente, et le réel avec un grand R qui est le réel de l'au-delà, qui n'est pas le domaine de la mort, qui n'est pas seulement le domaine des ancêtres, qui n'est pas non plus l'après dans une conception de temporalité linéaire comme celle à travers laquelle nous pensons, nous modernes, mais qui est comme la vérité éternelle, l'origine à travers laquelle il faut s'ajuster. Donc l'origine qui n'est pas seulement le passé, l'origine n'est pas que le passé, le mythe n'est pas le passé, mais le mythe il est très actuel et actualisé toujours. Et comme dit Walter Benjamin, l'origine est ce qui permet d'actualiser. En fait, l'utopie est une actualisation, une réactualisation de l'origine. L'entre-deux cosmologique, c'est vraiment cet espace entre la vie et la mort, entre l'ici-bas et l'au-delà, entre le visible et l'invisible, que la personne traverse. Donc dans The Leftovers, ça s'inspire clairement du bardo Todol, qui est l'entre-deux de la vie et de la mort chez les Tibétains. Dans La Chouette aveugle, c'est le roman persan qui est à la confluence du soufisme et du zoroastrisme. C'est vraiment le monde imaginal qui s'inspire de la théorie de Platon, en fait, la théorie des formes, qui est au-delà du monde auquel on accède par l'inspiration théophanique et la méditation, et qui permet en fait la cristallisation et l'imagination de soi. Donc, pour résumer, en fait, à travers des fictions qui partent du désenchantement, en fait, pour l'Iran, c'est vraiment la chute du monde
la chute du monde persan, donc avec l'avènement de la modernité. Et du côté du corpus occidental, c'est des désirs de réenchantement. Donc on en a fini avec le désenchantement, on veut renouer avec des altérités autres, pour faire dans le pléonasme, ou un ailleurs totalement différent, mais qui n'est pas circonscrit dans l'espace et dans le temps. La question du désenchantement, pour moi, elle est très reliée à la question du désastre et donc à la perte du monde connu. Donc en fait, la perte du monde connu est celle qui fait perdre l'avenir, dans le sens de l'avenir. Et l'entre-deux cosmologique, dans la volonté de le réhabiliter, il me semble que dans la fiction occidentale, c'est une manière de négocier avec une autre définition de l'avenir, mais ça, j'y viendrai en répondant aux autres questions plus tard. Mais il y a comme un basculement paradigmatique, mais je vous laisse sur ça pour l'instant.